Madame, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver comme tous les mercredis, espace 20h30, 22h, dans le cadre des regards sur les communes. Regards sur les communes, nous parlons des problèmes liés à la décentralisation, je voudrais dire aux collectivités territoriales décentralisées. Et une thématique centrale ce soir va certainement nous retenir pendant les 90 prochaines minutes. Il s'agit bel et bien, permettez-moi d'y aller, exploitation forestière et développement local. Le cas du Cameroun nous intéresse ce soir. Ça sera avec un panel aussi bien consistant ce soir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un type de panel de ce genre. Avec beaucoup de plaisir, nous allons donc présenter nos invités du jour. Docteur Ahmed Sango est mon extrême gauche. Docteur Ahmed Sango, politologue, expert en décentralisation, promoteur d'un cabinet conseil sur le développement local. Docteur Ahmed Sango est pratiquement le plus jeune de ce plateau. Docteur, bonsoir et merci de nous rejoindre ce soir. Bonsoir Raoul, bonsoir à mes copanélistes que j'ai le plaisir de partager le plateau ce soir et que je souhaite la bienvenue parce que pour certains ce serait une première fois sur ce plateau. En tant que rococo et consultant permanent, je les accueille en leur disant bienvenue et j'espère que nous allons passer une émission très cordiale qui sera à l'attente des téléspectateurs. Je vais également transmettre mes civilités à tous les téléspectateurs qui nous écoutent à travers le monde et qui prennent souvent du temps pour suivre les modestes analyses que nous faisons ici quotidiennement. Je les transmets mes salutations les plus cordiales et les plus conviviales, sans toutefois oublier la technique qui, à travers sa magie, nous permet d'être audibles et visibles à travers le monde. Pour le reste, je suis content d'être là encore ce soir. Merci à vous, docteur Ahmed Sango. On rappelle, vous êtes politologue, expert en décentralisation, promoteur d'un cabinet conseil sur le développement local. Le deuxième invité que nous allons certainement présenter ce soir, le docteur Jean Nondou. Le docteur Jean Nondou, lui, il est un expert en communication publique. Il est également écrivain, donc d'ailleurs, la toute dernière œuvre qui sera dédicacée d'ici quelques jours porte bel et bien sur un artiste connu. C'est bel et bien Tchana Pierre qui est on va dire, qui est à la une de cette dernière œuvre du docteur Jean Nondou. Docteur, bonsoir et merci de nous rejoindre ce soir. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Dash TV. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir à l'équipe technique, n'est-ce pas, qui s'évertue, comme a dit mon prédécesseur, à restituer, n'est-ce pas, cette importante émission qui prend vraiment de l'envergure et très importante, n'est-ce pas, au regard des enjeux pour les municipalités et puis pour les populations. Vous savez, toutes les populations sont intégrées dans les communes et c'est par ce jeu de maillage-là qu'on encadre vraiment le pays. Moi, je crois que c'est une émission très importante et le thème de ce jour est vraiment un enjeu stratégique parce que les forêts et l'exploitation forestière au cœur du développement. Non seulement au niveau international, mais au niveau national. Non, c'était pour dire, pour reciter, n'est-ce pas, l'importance du thème du jour. Merci beaucoup, docteur Jean Nondou. Je rappelle l'expert en communication publique. D'ailleurs, il a plusieurs casquettes. Je me limite juste à cette casquette-là qui semble cadrer avec le programme de ce soir. Merci beaucoup, docteur. Juste à côté de vous, Moïse Djongo, il est connu des téléspectateurs de Dash TV. Il faut le rappeler, Moïse Djongo est enseignant, expert en APC. Il est là, approche par compétence, je crois bien. Moïse Djongo, bonsoir et merci de nous rejoindre aussi ce soir. Bonsoir Raoul, c'est toujours un plaisir de venir ici débattre. Nous avons fait une émission sur les syndicats, après sur la coopération décentralisée. Il fallait tomber sur un cas pratique, les forêts, nous y sommes. Je suis content d'être avec les autres panélistes qui vont sans doute nous égayer aussi, nous mettre dans le bain, parce que nous apprenons aussi beaucoup quand on vient ici. J'espère que vous ne développez pas aussi. Hein. Nous sommes encore dans les présentations. Et la forêt passe par votre village. Le maire de, je ne sais pas, Bangam, c'est Bangam. Non, les forêts chez nous, c'est... Voilà, il y a une forêt là-bas aussi. Il y a une forêt? Mais c'est les forêts sacrées. Ah, d'accord. On pourrait plutôt mettre
La taxe carbone. Merci beaucoup pour le Djongo enseignant, espérant n'apprécier à poche par compétence et notre invité d'honneur ce soir. Il nous fait d'ailleurs honneur d'être avec nous. Le délégué régional des forêts et de la faune pour l'auditorat est bel et bien là, Georges Amougou Ondoa, ingénieur des eaux et forêts. Monsieur le délégué, bonsoir. Et c'est avec toutes les civilités que nous vous recevons ce soir. Merci beaucoup, M. Raoul. Merci à mon voisin de droite pour ses remerciements, pour ce souhait de bienvenue. Merci à Dash Télévision qui a bien voulu m'inviter à cette causerie parce qu'il s'agit des questions de décentralisation qui sont passionnantes et surtout en lien avec le sous-secteur forêt-faune. Vous savez, ce n'est pas évident que des fonctionnaires se déplacent sur des plateaux. Ils ont toujours quelque chose à avoir peur, à craindre. Hein. Mais vous êtes arrivé justement pour donner la bonne information aux Camerounais. C'est une question technique, c'est une question de développement à laquelle nous devons participer sans crainte. Sinon, si on a peur de développer son pays, on aura le courage de faire quoi? Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur le délégué. Ça nous va droit au cœur. Alors, avec un peu de chance, on pourra avoir deux maires par téléphone. Cyprien Mengak Koum, ancien maire de la commune de Bang, et certainement Eba Mirabeau III, maire de la commune de Yabashi. J'espère qu'ils ne vont pas fuir. Tout à l'heure, on était encore forcément en conversation et on les aura forcément. Vous savez, ces maires-là, parfois, ils n'aiment pas trop ces choses-là. Parce qu'ils ont toujours des choses à cacher là. Et ils font semblant. Ahmed, vous avez froid? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe avec vos bras que vous avez mis de cette manière-là? Ce n'est pas le délégué qui vous influence, j'espère. Wow, pas du tout. Allez, on va y aller, monsieur le délégué. On entre un peu avec vous. Dites-nous un peu, présentez-nous un peu la forêt camerounaise. Merci, monsieur Raoul. Bon, ça va être une présentation très succincte parce que s'il fallait aller dans les détails, je pense qu'on partirait d'ici pas avant demain. Alors, en résumé, la forêt camerounaise, c'est entre 20 et 22 millions d'hectares de couverture végétale, assise sur 3 zones écologiques. Dans le grand sud du pays, c'est la zone de forêt dense humide, qui se décline sur le côté par la zone littorale, c'est-à-dire en bord de l'océan Atlantique. Quand on va vers le nord, au milieu, on a la zone de savane humide, et plus haut, on a la zone de savane sèche. Et dans les 22 millions d'hectares, la forêt dense occupe pratiquement 50% de cette superficie. Alors, la forêt du Cameroun a une capacité maximale de production qui tourne autour de 7 millions de mètres cubes par an. Mais la production effective moyenne qu'on a observée depuis plus de 15 à 20 ans, elle oscille entre 2,5 millions et 3 millions de mètres cubes de bois coupés chaque année. Ça, c'est la partie officielle, à côté de laquelle il y a tout un débat qui tire souvent à polémique sur les bois coupés illégalement, que d'aucuns estiment à 1 million de mètres cubes. Donc, il s'agit d'un patrimoine extrêmement diversifié. C'est le deuxième patrimoine en Afrique en termes de volume et en termes de diversité biologique, après la RDC. Et le Cameroun fait partie des 8 pays, les plus grands pays forestiers du monde. Donc on fait partie du G8 forestier du monde, ce qui nous donne une place assez respectable. Et cette forêt, depuis 40 ans, a toujours contribué à hauteur de 4, 6 à 8% du PIB. On est resté dans cet intervalle. Ce qui fait du sous-secteur forêt-faune, tantôt le deuxième, tantôt le troisième sous-secteur de la vie économique nationale. Voilà un peu les grands éléments que je peux donner concernant cette forêt. Il paraît comme l'un des bassins les plus importants, l'un des bassins forestiers les plus importants d'Afrique. Hein, évidemment, et même du monde. Évidemment. Derrière, je crois, le bassin du Congo. Tout à fait. Nous faisons partie du bassin du Congo. Parce que les bassins, c'est des grands regroupements qui sont composés de forêts de plusieurs États. Donc, c'est des grands découpages. Nous faisons partie du bassin du Congo, qui s'oppose au bassin de l'Amazonie, qui est de l'autre côté vers l'Amérique. Tout à fait. Je voulais parler de la réserve. Le Cameroun fait partie de la deuxième ou de la troisième réserve en Afrique subsaharienne en termes de forêt. En tout cas, on verra ça tout à l'heure, monsieur le délégué, sauf si notre mémoire nous échappe un peu, mais je crois que nous avons encore le contrôle de notre ciboulard. Suivons, je vous propose de suivre cet extrait de Samuel Guifo. Samuel Guifo, qui est le secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement. Et nous revenons sur ce plateau avec beaucoup de joie. L'ensemble du secteur forestier rapporte 50 milliards à l'État. En termes de fiscalité, 50 milliards à l'État. Et donc si sur une seule destination, fut-elle la deuxième plus grande destination, on perd 30 milliards, ce serait peut-être important de s'arrêter et de reconsidérer
ce qui s'est passé, comment fonctionne notre système, le remettre à plat et essayer de reconstruire quelque chose. La plus grande partie du bois qui va vers le Vietnam, c'est du bois en grume, c'est de grosses billes de bois non transformées qui seront transformées au Vietnam. Donc là, ce que l'on constate, c'est que le bois camerounais, en définitive, crée des emplois dans ces pays-là. Au lieu d'être transformé ici et de fournir du travail à des Camerounais, on a ici un minimum. L'abattage ne demande pas une technicité particulière. Le transport... Comment comprendre avec une telle immensité, avec une forêt aussi formidable comme celle-là, et que le développement local tarde à être boosté? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il faut reconnaître que cet important patrimoine pose des problèmes, n'est-ce pas, au niveau de la gestion. Et là encore, monsieur l'expert nous dira tout à l'heure. Vous savez, à partir du sommet de Rio de 1992, les États signataires, n'est-ce pas, avaient pris en compte l'implication, une forte implication des parties prenantes. Donc, les populations riveraines, les collectivités territoriales riveraines, vraiment, ont été impliquées de manière vraiment intime dans la gestion des forêts. Au Cameroun, il y a un arrêté mixte, n'est-ce pas, MINAT, MINFI, je crois, ministère de l'Environnement et des Forêts, de 2012, de juin 2012, qui est revenu sur cette importante recommandation et en fixant des quotes-parts, n'est-ce pas, pour les collectivités territoriales. Bon, il est vrai que les communes riveraines ne bénéficient pas de la totalité de ces apports fiscaux uniquement en raison de la péréquation. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie d'argent qui est reversée au FECOM et le FECOM maintenant tient compte des besoins des communes. Ici, un peu comme ailleurs, il y a des problèmes. Et il faut dire que tout ceci aussi englué par, j'allais dire, des insuffisances, je vais dire la malgouvernance qui caractérise notre truc. Et au lieu que cette richesse ne favorise vraiment le développement local, ça a plutôt apporté beaucoup de problèmes. Sur le plan sociétal, on voit l'état de dégradation des routes, la poussière, des maladies, la déforestation, et puis les délocalisations des populations autochtones, les problèmes de chasse, leur type de vie. Et ça pose énormément de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a cette exploitation forestière un peu sauvage crée aujourd'hui autant de problèmes vraiment qu'elle en résout. Je vais prendre un exemple simple. C'est vers les années 2000 qu'il y a un texte du chef de l'État qui impose de débiter les bois, de travailler le bois dans un premier temps avant de les exporter pour créer de la valeur ajoutée. Nous avons des capacités énormes, n'est-ce pas, en énergie avec les grands barrages hydroélectriques. Donc, s'il ne coûtait rien à l'État de s'asseoir vraiment sur ces textes-là et de faire débiter les bois pour qu'il y ait une plus-value dans des emplois locaux avant l'exportation. Je voudrais vous donner juste un exemple. Chaque année, l'État dépense environ 40 milliards pour les bancs, les tables, dans les universités, dans les écoles. Voilà par exemple un secteur dans lequel on pouvait vraiment développer l'industrie du bois et exporter même ce bois-là pour développer, parce que les 4-6% de contribution au PIB est insignifiant au vu vraiment du potentiel. Très bien, docteur Noundou. Peut-être avant de continuer avec les autres, monsieur le délégué, est-ce que vous pouvez nous donner le cadre légal et réglementaire de l'exploitation forestière, en lien bien sûr avec le développement local? Merci beaucoup, monsieur Raoul. Bon, je ne voudrais pas développer ce cadre légal sans marquer un temps d'arrêt sur le sommet de Rio de Janeiro dont a parlé le professeur tout à l'heure. Parce que ça a été un tournant de l'histoire mondiale par rapport au développement participatif. En réalité, avant Rio de Janeiro, le Cameroun avait sa loi de 1981, la loi 81/013 du 27 novembre 1981, qui était une loi très simple, en ce sens qu'il y avait un intervenant principal qui était l'État, qui affectait de façon régalienne la forêt à des opérateurs, et puis il y avait exploitation. Et on s'était rendu compte qu'effectivement, tous les autres présents, donc les riverains, etc., étaient en marge de cette activité et en marge de développement. En 1992, le monde entier, comme le Cameroun, va se questionner sur cette mauvaise gestion des écosystèmes naturels et va donc se réunir. À la sortie de cette grande assise planétaire, il y a eu des concepts qui arrivaient chez nous pour la première fois, notamment ce qu'on appelle la gestion rationnelle et participative.
Il ne faudrait plus que ce soit seulement l'État et l'opérateur, mais il faut voir les riverains d'à côté, il faut voir la commune, il faut voir tous ceux qui sont susceptibles de contribuer à ce développement. Et après le sommet, la plupart des pays ont revu leur politique et ont fait les lois pour s'arrimer à cette nouvelle donne. Et le Cameroun a revu sa politique forestière en 1993 et puis sa loi en 1994, avec des choses nouvelles telles que la foresterie communale qui n'existait pas avant. Donc il y a des forêts communales. Le rôle de la forêt communale, c'est quoi? C'est que l'État donne de l'argent à une commune sous forme de biens en nature pour lui permettre de subvenir à ses besoins. Et ici, il y a un double rôle. Il y a le rôle argent et puis le rôle de participation au développement. Au fur et à mesure qu'on va gérer, on va s'habituer, on sera performant, on sera acteur à part entière du développement. Il y a eu également l'arrivée des forêts communautaires. Ce que l'État a fait aux communes pour les forêts communales, il le fait exactement aux communautés pour les forêts communautaires. On vous donne des moyens, vous apprenez à vivre avec des formations tout autour, vous apprenez à exploiter, vous apprenez à gérer, vous apprenez à conserver. Donc c'est aussi des objectifs de développement durable. À côté de ça, l'État s'est dit, OK, en dehors des forêts communales qui appartiennent aux communes, des forêts communautaires qui appartiennent aux communautés, pour les forêts que l'État attribue aux opérateurs économiques, il va falloir qu'on prévoie des marges financières compte tenu des effets de compensation qu'il faut intégrer. Et là-dedans, il y a eu la grande taxe qu'on appelle la redevance forestière annuelle qui est reversée en partie au trésor public, l'autre partie revenant à la commune locale à hauteur de 20%, 10% pour les communautés riveraines et puis 20% pour le reste des communes, 50% allant pour le compte de l'État. À côté même des questions de gestion forestière en termes de bois, il y a eu des avantages qui ont été intégrés pour la faune. On a eu les zones d'intérêt synergétique où il y a une taxe d'affermage qui est un peu la RFA de phonique. Et la taxe d'affermage est versée en partie aux communes, en partie aux communautés. Et maintenant, on a intégré les zones d'intérêt synergétique à gestion communautaire, où les populations elles-mêmes peuvent contribuer à sauvegarder la faune. Et la totalité de la taxe d'affermage, c'est-à-dire lorsque, un guide, lorsqu'il y a des touristes qui arrivent, il paye une taxe d'accès qui est reversée totalement à la communauté. Et toutes ces taxes-là qui existent dans la loi, le décret et les textes subséquents, leur utilisation a été modulée dans un texte qui est très important, je pense que les panélistes l'ont ici, qui est l'arrêté 0076, qui définit clairement tous les clouards éligibles pour ce qui est de l'utilisation des fonds et qui détermine les clés de répartition. C'est-à-dire que si vous avez un argent X, on vous dit, monsieur le maire, cet argent, il va servir aux infrastructures de la commune à hauteur de 70% et aux infrastructures purement communautaires à hauteur de 30%. Donc, en principe, on devrait fonctionner de façon automatique parce que, sur le plan stratégique, les textes légaux et réglementaires ont tout défini. Mais tout ça est si beau que vous avez exploré ça tout à l'heure, mais on voulait comprendre où est le problème. Donc maintenant, pourquoi ça ne décolle pas? Je crois qu'en tant que délégué régional des forêts et de la faune, ce n'est pas une question nouvelle, c'est une question que nous essayons d'examiner depuis quelque temps. La notion de jugement est une notion très compliquée. On s'est quand même rendu compte que plusieurs facteurs concourent à plomber le développement local à partir des recettes d'exploitation forestière. La plus grosse taxe, qui est la redevance forestière annuelle, qui est une taxe à laquelle aucun opérateur ne peut échapper. Parce que c'est une taxe d'accès que vous payez, même si vous n'avez pas commencé à exploiter. Il n'y a pas à dire que vous allez truquer les volumes pour payer. Alors, la redevance se paye à l'avance, elle est payée. Mais nous sommes quand même dans un contexte d'unicité de caisse de l'État que je ne vais pas rejeter à 100% compte tenu de ce que le développement, il tient sa place dans une logique d'intégrité territoriale de la nation. Donc, il y a un principe d'unicité des caisses de l'État qui est un principe sacré, mais qui pourrait laisser la possibilité à certains profiteurs, parce qu'il y a toujours des indélicats, de mal faire leur travail. Les maires disent qu'il n'y a pas de traçabilité ni de visibilité par rapport à la redevance forestière qui leur est reversée. Je prends un exemple. Vous avez une commune qui a 15 forêts. Le maire connaît très bien combien chaque forêt devrait lui rapporter. Alors, on lui reverse un montant X qui n'a pas de nom. Le montant X qui arrive ne lui dit pas que c'est rattaché à telle forêt, telle forêt, telle forêt. Ou alors c'est telle proportion de telle forêt, etc. Et il arrive que ces RFA soient reversés avec beaucoup de retard. Au moment où la forêt est même déjà fermée, elle est arrivée à expiration. Donc, les maires ont besoin d'avoir, pas seulement les maires,
même toutes les structures qui sont en charge du suivi de l'utilisation des fonds ont besoin d'avoir de la visibilité sur ces fonds. Pour qu'on puisse apprécier, tout à fait. Si on n'a pas de visibilité, vraiment, ça ne sert à rien de... Okay. Avant de vous donner d'autres paroles, Boris Djongo, vous souhaitez rebondir sur la question? Vraiment, on a beaucoup appris. Je pense qu'il faut ajouter que la forêt camerounaise, c'est plus de 100 essences. La forêt canadienne, c'est 3 essences. Et les 3 essences au Canada, c'est près de 70% du PIB. Ici, ça avoisine les 46 milliards. Ces 46 milliards, en 92, au temps d'Antoine Timi, il avait déclaré 1 milliard. Il avait déclaré 1 milliard. Bon, maintenant, ce que nous ne comprenons pas, on vous parle des taxes. Ça veut dire que c'est tout ce que les Camerounais touchent sur le bois qui part là. C'est la taxe. Ça veut dire, nous ne vendons pas le bois. Nous donnons seulement l'autorisation aux gens de couper le bois et de partir. Le bois là rapporte combien aux gens qui partent? Nous, on ne sait pas. Je pense que c'est ça le premier problème. Le deuxième problème, c'est effectivement la centralisation. Ça veut dire que plus nous voulons, on parle de la décentralisation, tout est centré. Et tant que c'est centré et que ça collecte là, c'est une autre ligne 94 qui n'a pas de nom qu'on voit. Ce qui fait que sur le terrain, il y a un conflit entre ce qu'on appelle les unités, les UFA, qui donnent beaucoup d'argent. Or, récemment, les UFA vous donnent l'argent, que de donner, de faire une forêt communautaire à qui on va donner les moyens, ça perd du temps pour qu'ils produisent. Encore moins une forêt communale. Nous avons suivi il y a très longtemps l'histoire de la forêt Ebo, ici à Lingui. Le conflit, c'était certaines grandes élites. Non, c'est l'UFA, c'est avec l'UFA qu'on va faire la commune, la forêt, parce qu'il va faire la route. Ce qui l'intéresse, c'est la route. Vous voulez parler de la RFA, la résidence forestière annuelle? Ouais. Oui. C'est ça que vous appelez UFA? Non, l'UFA, c'est l'unité forestière. L'unité forestière d'aménagement. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est le troisième type de forêt dont le délégué disait, celle où on donne aux entreprises privées, il y en a une quinzaine. Il y a une à Djoum, l'autre, les plus grandes, c'est à Djoum, à Dimako, à Campos. Et ça, le Campos, comme on dit, quand on vous dit 5 ans, rapidement, avant qu'on ne paie la taxe, c'est sûr que ça doit être à Campos. En un moins de 5 ans, on a vidé toutes les forêts. Et ni vu ni connu. Lorsqu'on vous donne le miette qu'on vous donne, vous n'avez même pas le temps de savoir où on se retrouve. Ce qui fait que la forêt camerounaise n'est pas entre nos mains. Très bien. Elle n'est pas entre nos mains. Alors, docteur Abel Sango, oui. vous rebondissez certainement à la suite de Boris Djongo. Oui, merci de me passer la parole. Je pense que mes prédécesseurs ont très bien déblayé le terrain. On a démontré que le Cameroun était massif forestier, à n'en point douter. Mais la problématique centrale, c'est qu'aujourd'hui, ce massif forestier-là n'arrive pas à donner les fruits sur le terrain, n'arrive pas à faire décoller, du moins, les collectivités territoriales décentralisées, les CTD, qui sont, depuis 1996, des véritables acteurs qui devraient impulser la décentralisation sur le terrain et par conséquent atteindre le processus d'émergence en 2035. Moi, je pense que si ce problème est criade aujourd'hui, il ne date pas de maintenant. C'est un problème qui va même de la colonisation, parce que si on essaie de remonter l'histoire, on va voir que lorsque les colons arrivaient, par exemple, dans les pays africains, ils utilisaient, n'est-ce pas, ici, la ressource foncière comme étant une arme. La première des choses, c'était d'abord exproprier les autochtones, s'accaparer des terres, des forêts et les gérer à leur propre guise. Et lorsqu'on voit donc comment le processus des indépendances s'est opéré en 1960,
on s'interroge sur la teneur, la qualité, la pertinence même de ces indépendances-là. C'est pour cela que dans les recherches, on parle de plus en plus d'une transition qui s'est opérée en 1960, parce qu'en réalité, après cette date-là, les pays africains ne sont pas devenus indépendants au sens technique. Maintenant, pour revenir maintenant sur le sujet, parce qu'il fallait faire non, ne sortez plus, restez dans le cadre du sujet de la presse. Ne faites pas des rallongements. Des pesanteurs existent. Il existe des pesanteurs. Nous avons les pesanteurs qui sont liés à la gouvernementalité même. La gouvernementalité qui part également du corpus juridique qui encadre, la gestion de ces forêts-là. Nous pensons que tout part de la Convention des Nations Unies sur l'environnement et sur l'environnement et le développement de 1992, qui est ce cadre juridique qui a balisé la gestion des forêts. Maintenant, sur le plan national interne, nous avons également des lois. Et ces lois-là, à mon humble avis, en tant qu'observateur, en tant qu'analyste, posent déjà un problème quant à ce qui concerne la pertinence de ces forêts-là. Parce que lorsqu'on voit comment ces lois-là organisent la gestion forestière et la répartition même de la plus-value qui sort de la gestion de ces forêts-là, il y a un problème. Parce que nous sommes dans un contexte de la décentralisation. Les forêts sont, n'est-ce pas ici, des richesses, ce que j'appelle souvent des avantages comparatifs des collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire des mairies. Ça veut dire que quoi? En réalité, les mairies devraient être l'acteur principal, ou du moins le premier acteur à bénéficier de ces richesses-là. On voit comment les répartitions sont faites. Au nom des collectivités territoriales. 50% de ces revenus-là partent au niveau de l'État, 10% reviennent aux collectivités, aux populations riveraines, 40% aux communes, mélangées avec l'OFICOM. Vous voyez que la commune même est marginalisée déjà du point de vue de ce départ-là, sans toutefois oublier les populations locales qui n'ont que 10%. Donc moi je pense que le problème part d'abord de là, où on doit revoir cette répartition-là pour intégrer la collectivité locale décentralisée dans son, comment dirais-je, au centre de ce processus-là. Parce qu'à partir du moment où la collectivité territoriale sera intégrée, la population également se sentira à l'aise parce que la commune travaille en étroite collaboration avec les populations. Très bien, on va d'abord vous stopper là. Nous n'avons pas encore eu nos maires là, s'il vous plaît. Alors, j'espère qu'ils sont en train de nous suivre et qu'ils se préparent à intervenir parce qu'effectivement, on a besoin de leur intervention sur ce plateau. J'ai demandé le cadre réglementaire tout à l'heure. Oui, monsieur le délégué. J'ai demandé le cadre réglementaire tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez répondu à cette question, monsieur le délégué, mais je souhaite que vous répondiez avant de rebondir peut-être à ce que Abel vous a dit, puisque vous avez demandé la parole. Le cadre légal et réglementaire, je l'ai donné. Il y a une loi, la loi 94/01, qui est relayée par un grand décret, qui est le décret 95/531 du 23 août 1995, et puis beaucoup de textes, une multitude de textes subséquents. C'est tellement vaste, j'ai apporté ça dans la voiture, c'est tellement costaud. Mais on a quand même l'impression que ces textes ont suffisamment balisé le chemin et sont suffisamment riches. Peut-être que le problème n'est pas essentiellement au niveau des textes, mais au niveau de la mise en œuvre. Je voudrais répondre un peu sur ce qui a été dit par rapport à la question de savoir pourquoi est-ce que, avec tout ce potentiel et tous ces textes stratégiques importants, on a l'impression n'avoir pas décollé. Je voudrais quand même dire que c'est vrai, il y a des responsabilités qu'il faut assumer. Il faut percer l'abcès pour sortir de là. Mais l'industrie du bois n'est pas comme l'industrie du maïs, comme l'industrie de la banane, comme l'industrie du coton. L'industrie du bois est une industrie lourde. Parce qu'on va commencer par le début. Pour se lever une grume, il faut avoir beaucoup de millions pour pouvoir le faire. Pour faire l'exportation, il faut avoir des moyens. Pour faire la transformation, il faut avoir des moyens. Et depuis très longtemps, ça a toujours été une affaire des expatriés. Si vous regardez les grandes structures, les grandes unités, les grandes entreprises forestières, ce sont des expatriés qui ont pris les devants pendant la période coloniale. Je voudrais saluer la ténacité des Camerounais qui sont entrés dans le système, parmi lesquels déjà certains grands. Je voudrais citer STBK, Dino et Fils, qui sont vraiment des grands. Et puis, beaucoup qui se sont placés au niveau intermédiaire. Il faut les saluer.
parce qu'ils développent pas mal d'efforts dans ce sens. Mais l'économie forestière du Cameroun est restée une économie extravertie. Ce n'est pas seulement le problème du Cameroun, c'est un problème de sous-région. Ce n'est pas seulement le Cameroun. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la mesure qui vise à aller vers l'exportation, l'arrêt de l'exportation de grumes est une mesure collective. Donc, les problèmes qui se posent dans notre pays pour le secteur bois se posent ailleurs aussi. Mais la nuance, c'est que nous sommes un leader en termes de potentiel. Ça veut dire que nous devons ressentir la secousse. On ne devrait pas être au même niveau que les autres en tant que leader. Mais malheureusement, ces contraintes que j'ai évoquées économiques font que nous nous retrouvons sur le même tapis. Alors, l'économie est extravertie. Le bois, c'est une ressource à valeur économique. C'est une ressource haute par rapport au niveau, au classement qu'occupe le sous-secteur au niveau de l'économie nationale. Mais le pétrole aussi. Les questions qu'on va se poser sur le bois, ils peuvent se poser sur le pétrole. Sur les mines. Qui fixe les prix? Qui fait quoi? Je doute fort qu'on peut rêver que l'Occident nous laisse les mains libres pour faire cela. C'est d'ailleurs pourquoi l'Asie est arrivée et nous avons plongé vers l'Asie parce qu'on s'est rendu compte que les conditions sont plus ou moins favorables de ce côté. Donc je voudrais dire que pour développer l'industrie, il faut développer l'énergie. La question énergétique, vous la connaissez. Avant même qu'on ait développé l'industrie, regardez les problèmes énergétiques qu'on a aujourd'hui. Il faut développer les routes, il faut développer les technologies parce que les outils de transformation, ça coûte extrêmement cher. Il faut être fort sur le marché compétitif. Parce qu'il ne faut pas oublier que si vous durcissez beaucoup, les gens vont aller sur les bords. Ben, il faut se rassurer que la secousse qui va vous attraper pendant que vous durcissez va vous permettre de résister. Donc je voudrais dire qu'effectivement, il y a des questions préoccupantes qui relèvent de la responsabilité des États et des individus internes, mais il y a beaucoup de contraintes à ce niveau. L'économie est extravertie, c'est le monopole des autres. Je voudrais prendre un exemple. Pendant que nous voulons aller vers la réexportation des grumes, je constate en tant que délégué à la porte de sortie, donc le port, que sur la frontière, je constate que les rebuts de bois d'Azobé vont être exportés pour la première fois. Donc, la casse, comme vous voyez dans les scieries, on a fini de scier tout ce qu'on a l'habitude de jeter, où les petits vont se débrouiller. C'est ça qui va bientôt sortir, parce que l'Europe est confrontée à une question énergétique avec la crise ukrainienne, l'arrêt du pétrole, l'arrêt du gaz, et ils regardent comment est-ce qu'ils vont affronter l'hiver. Donc, les rebuts de bois vont commencer à monter. Ça devrait nous donner l'argent. Alors, si les rebuts montent, peut-être de l'argent, très bien, d'accord, mais si les rebuts montent, ce ne sera pas facile que les grumes ne montent plus. Parce que lorsque nous cubons la grume, on la cube sous écorce. L'écorce est gratuite, il faut qu'on le dise, c'est cubé sous écorce. Et lorsque le blanc prend notre bois, il le transforme, il valorise les rebuts et l'écorce qui peut nous revenir en pharmacie au prix fort. Donc, s'ils prennent déjà les rebuts d'ici, attendez-vous à ce qu'ils négocient pour que les grumes ne sortent plus. Il va falloir que nos pays soient forts pour résister à cela, qu'on s'impose et qu'on se dise, nous, si on a des préoccupations, on doit vivre. Très bien, monsieur Olivier. Alors, peut-être avant de continuer avec vous, je vous suggère de suivre ce reportage quand même qu'on a conçu pour vous. On va suivre avec beaucoup d'attention ce reportage et on va revenir sur ce plateau. Je vous en prie. En mobilisant de manière significative les ressources pour faire progresser la gestion durable des forêts, suivant l'ODD numéro 15 relatif à la préservation des forêts, les représentants des administrations publiques forestières des pays membres de l'OIBT, la société civile et le secteur privé se réunissent à Douala au Cameroun pour harmoniser les principes, critères et indicateurs de l'Organisation africaine de bois et l'Organisation internationale de bois tropicaux conformes aux lignes directrices de 2016. L'OIBT avait mis en place des critères et indicateurs de gestion durable des forêts pour pouvoir évaluer le processus de gestion forestière, pour voir dans quel sens cette gestion va. Ces critères et indicateurs ont été influencés par des processus nouveaux qui sont nés tels que le commerce à travers le processus FLECT, tels que les changements climatiques, tels que les objectifs de développement durable. Et comme ces critères indicateurs ont été adoptés en 2006 et révisés au niveau international en 2016, il était question qu'au niveau des pays africains, nous puissions également adapter nos normes de gestion durable qui avaient été adoptées en 2003 pour prendre en compte les processus dits émergents qui sont nés dans la gestion forestière.
pendant près de 10 ans, nous avons procédé à l'évaluation de la mise en œuvre de ces lois. On a compris qu'il fallait passer à une révision pour tenir compte des changements au niveau légal et au niveau réglementaire dans les différents pays membres. Après avoir identifié les incohérences, les travaux qui vont se dérouler pendant 2 jours vont déboucher sur des conclusions pouvant améliorer la gestion forestière dans les pays africains membres de l'OIBT. Nous allons envoyer un nouveau ensemble de critères indicateurs qui seront mis à la disposition des pays afin d'évaluer leurs dispositions légales, réglementaires, économiques, pour voir si ces dispositions-là vont dans le sens de la gestion durable des forêts. Autrement, il va falloir réviser encore ces lois au niveau des pays. Rappelons que l'OIBT est une organisation intergouvernementale qui favorise la conservation des forêts tropicales, l'expansion et la diversification du commerce international des bois tropicaux dans le respect de la légalité. Ce processus de gestion durable des forêts inclut les valeurs et la productivité sans effet indésirable sur l'environnement. Peut-être avant de revenir à vous, Moïse Jogo. Docteur Nodou, on est sur le point de s'accorder que les pratiques actuelles d'éjection locale des revenus forestiers sont d'ailleurs de nature à n'est pas garantie. Il faut le rappeler. Une utilisation optimale, je voudrais dire optimale pour le développement local, mais sauf qu'on va quand même penser et constater que l'une des innovations des années 90 reste la réforme forestière qui a été entreprise et qui a d'ailleurs consacré la décentralisation de la gestion des ressources forestières. C'est ça qui nous intéresse. Alors, dans ce cadre, donc, quel est le manquement qu'il faudra observer? Voilà. Le grand manquement ici, là, peut se situer au niveau de la responsabilité sociétale, n'est-ce pas, de ces entreprises forestières. À savoir que l'exploitation forestière cause beaucoup de dommages collatéraux. J'ai parlé des routes, des accidents même domestiques, et remettre en cause même le système de vie, parce que ces apports de nombreuses personnes qui viennent comme ça dans un domaine fermé vont créer des problèmes écologiques sérieux. On a vu les coups d'eau, les ponts qui sont cassés. On va voir aussi la remise en cause, n'est-ce pas, du système de vie villageois. Prenons le cas des Pygmées. La forêt, c'est leur domicile, c'est leur lieu d'habitation, c'est leur lieu de soins et tout et tout. Aujourd'hui, il y a une déforestation sauvage. Et puis, on parle même de la reforestation qui ne se passe pas sur le terrain. Maintenant, il y a également l'agriculture qui est en train de faire des pressions, notamment des palmeraies. On a vu en Indonésie et dans d'autres pays où ça a entraîné des soulèvements. Et aujourd'hui, des problèmes se posent. Il y a des entreprises comme des multinationales, je ne vais pas citer le nom, dont une ici, là, suisse, qui ont dit désormais moins d'huile de palme dans les produits parce que cette huile de palme-là provient de la déforestation et de la culture du palmier. Donc il y a énormément de problèmes. Ça veut dire qu'en fait, le problème ici, là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de restituer vraiment à cette loi, à ces principes-là, leur opérationnalité de manière pragmatique. Vraiment que ces sous-là, que ces fonds-là aillent aux populations, et parce que ces populations en ont besoin. Il est question de créer des écoles. Mais elles reçoivent quand même, même si ce n'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'elles en font d'ailleurs de ce qu'elles reçoivent? Elles reçoivent très peu. Ça, on peut s'interroger aussi. Non, elles reçoivent très peu. Et monsieur le délégué a parlé tout à l'heure de la péréquation. Vous voyez, quand ça passe par le FECOM, quand ça passe par les impôts, les finances, l'État aujourd'hui est confronté à des sérieuses difficultés, nous le savons tous. Donc, il y a les préoccupations sécuritaires. Vous ne pouvez pas vous occuper de certains aspects opérationnels alors que vous avez des préoccupations sécuritaires. Donc, les fonds sont destinés à d'autres choses et viennent parfois trop tard. Monsieur le délégué nous parlait des fonds qui arrivent parfois alors que les forêts sont closes. Et il était question aujourd'hui même de voir l'utilité même de l'exploitation forestière. Parce qu'il y a d'autres évolutions. Par exemple, la taxe carbone. Par exemple, que ce soit par exemple le tourisme qui pouvait peut-être rapporter plus que vraiment cette exploitation sauvage. Et monsieur le délégué a parlé tantôt, n'est-ce pas, des fonds colossaux qu'il faut. Aujourd'hui, même s'il y a quelques Camerounais dans le secteur, c'est infime. Plus de 80% sont les faits des étrangers. Et parce qu'on peut vous donner du bois aujourd'hui, vous ne saurez pas à qui vendre. C'est vraiment une ligne, je ne vais pas parler de mafia ici, là, je dis que la vente du bois est une activité essentiellement conservatrice et il y a un peu de flou, on ne parvient pas à maîtriser exactement ce qui se passe. C'est l'une des raisons pour lesquelles, au-delà de ces problèmes de fonds énormes qui nécessitent, que l'exploitation nécessite, il y a vraiment cette fermeture qui ne permet pas, même s'il y a des gouvernements, comme par exemple le Canada, qui a mis d'importants fonds au profit des nationaux, mais le plus souvent, c'est des prénoms qui travaillent en fait sous couvert
des multinationales ou des grosses compagnies. Les Français contrôlent plus de 50%, les Grecs, les Turcs. Les Camerounais, vraiment, c'est une portion très infime. Alors, Boni Djongo, je vous ai vu demander la parole tout à l'heure. Oui. Ça dit que lorsque le délégué parle, la loi là, elle est mauvaise. Elle est même anti-décentralisation. Parce que dans la décentralisation, il y a un problème qu'on pose au Cameroun. Regardez, les forêts là sont proches du foncier. Et tout le monde est unanime. Il y aura une crise foncière au Cameroun. La forêt là, c'est la même chose. Parce que si on veut protéger, on veut décentraliser le peuple autochtone, c'est eux qui ont la forêt. La seule loi qui les permet de les protéger s'appelle le TROS aux États-Unis. Ça dit que ce sont les mairies qui doivent collecter, même si c'est la taxe, et payer la redevance à l'État. Non pas que c'est l'État qui doit prendre la redevance et remettre pour les mairies. Ça fait que si c'est les mairies qui font ces travaux, cette histoire qu'on vous dit, on vous donne 15%, et on vous dit ce que vous allez faire, on doit faire sauter ce verrou. Une mairie qui prend ces 15% peut faire plutôt une entreprise forestière. Et plus grave, comme il le disait, moi je sors de l'insecte, moi je fais l'insecte, je suis la 4e promotion, mais ça ne fait pas 3 ou 4, 5 ans qu'il y a la filière métier bois à l'insecte. On n'a pas fait ça au hasard. Quand les Canadiens ont mis la spécialité métier bois, ont augmenté la spécialité métier bois dans les lycées techniques canadiens, mais les tout premiers qui sont allés avec un bac métier bois en France, on leur refusait de faire le BTS. Ils pouvaient faire le DUT. Et quand en 92, nous sommes pleins, comment se fait-il que le bois camerounais ne rapporte pas? Au lieu que on se mette à former les ressources humaines sur le bois, nous avons on a fait une formation, on a pris certains enseignants à l'époque, on a allé au ministère des Travaux publics, on leur a fait un master dans la foresterie, et ils ont eu des postes, et le dossier a disparu. Donc c'est pour dire que j'avais dit à un ami qui est au Canada, qui le laisse, je lui ai dit, est-ce que tu connais ta thèse de doctorat? Comme tu es de l'Est, c'est le bois de l'Est, de la coupure à la transformation. Si tu sors cette thèse-là, tu aurais beaucoup aidé le Cameroun. Parce que l'un des plus grands problèmes, c'est que depuis avant 1960, vous voyez le droit passer. Coucou, ça a détruit la route. Ton grand-père a vu. Ton père a vu. Tu as fui le bois, tu es parti. Par comment nous allons entrer dans la forêt? Il faut entrer dans la forêt. On est en train d'ouvrir l'université à l'Est. La première université qu'on a envoyée à l'Est, le professeur Mado Angwa, qui était à Yaoundé, s'est vanté, oh, j'ai 3000 personnes à l'université de l'Est. C'est quoi? C'est le droit. 3000. Il est monté à 6000. Alors que dans l'APC, on dit que comme l'université va à Bertois, c'est l'université du bois. Très bien. Et c'est l'université du bois, des minéraux qui est à l'Est. Ça veut dire que votre problème, si c'est vous ne pouvez pas... Il faut former dans les industries du bois. Si on ne peut pas les spécialités, si le Camerounais ne peut pas entrer aussi en forêt, nous n'aurons jamais rien dans le bois. Très bien. Docteur Abel Sango, oui. La gestion locale des revenus m'intéresse maintenant, parce qu'il s'agit là quand même des collectivités territoriales décentralisées. On va essayer d'entrer. Qu'est-ce que ce bois était censé offrir à ces gens? Le bois, aujourd'hui, est comme toutes les autres richesses, les éléments comparatifs dont regorgent certaines communes aujourd'hui. Vous savez que si les communes sont nombreuses au Cameroun, elles ne se ressemblent pas. Chaque commune a une richesse qui lui est propre et dont elle doit capitaliser pour se développer. Si vous prenez deux communes aujourd'hui, ces deux communes n'auront pas les mêmes avantages. Ce qui est sûr, il y aura un élément prépondérant sur lequel
la mairie doit aménager, doit planifier, doit programmer, doit mettre tout son accent pour élaborer son développement. C'est dans cette logique qu'il faut concevoir la forêt aujourd'hui. Parce que nous avons tous démontré ici que le Cameroun reste un massif forestier. Quelle que soit la région aujourd'hui au Cameroun, nous avons des mairies. Mais la question est donc celle de savoir, est-ce que cet avantage comparatif est maximisé sur le terrain dans le souci de faire décoller le développement ou alors de bénéficier les populations locales ou du moins les populations riveraines? Moi, j'ai suivi avec attention le discours du délégué que nous avons la chance d'avoir ici sur le plateau. Vous voulez dire la prise de parole du délégué, pas un discours. Que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui sur le plateau parce que nous n'avons pas cette opportunité tous les jours, où il fait l'effort de montrer des pesanteurs beaucoup plus sur le plan international. Parce que là, il a convoqué la conjoncture internationale. Certes, c'est l'un des pesanteurs, mais je pense qu'on ne doit pas tout expliquer par la conjoncture internationale. Je pense que nos États également sur le plan interne ont des problèmes qu'il faudrait vraiment résoudre, qu'on n'a pas toujours besoin de se référer à l'extérieur pour les résoudre. Par exemple, au niveau du bois, par exemple, aujourd'hui, et c'est à partir de là que je salue également l'initiative du président de la République qui a mis récemment sur pied l'école des mines, qui vise également à former des populations locales capables de transformer les mines sans toutefois avoir toujours recours à la ressource extérieure. Donc je pense que c'est la même chose qu'on doit faire sur le bois. Il faut d'abord une volonté politique. Une volonté politique qui voudrait que l'économie camerounaise puisse être une économie auto-centrée. On doit faire l'effort de réduire le recours à l'extérieur, l'importation. C'est quand même aberrant aujourd'hui que le Cameroun n'arrive même pas à transformer le cure-dent. Le cure-dent est importé au Cameroun, mais c'est terrible. C'est terrible au XXIe siècle, dans un contexte où les pays africains aujourd'hui ont cette capacité de diversifier leurs partenariats. Nous voyons comment le monde est aujourd'hui en train de tourner, et ceci en faveur du continent africain. Les gens disent souvent que l'Afrique est le continent de l'avenir, mais je dis c'est le continent du présent. C'est maintenant que tout se joue en Afrique. Donc je pense que les responsabilités sont partagées et la plus grande responsabilité, c'est la responsabilité au niveau de la gouvernance, où on doit avoir une vision, où on doit avoir, n'est-ce pas, une stratégie auto-centrée qui permettrait, n'est-ce pas ici, de maximiser les richesses naturelles que nous avons. Alors, on va chercher cet autre débat avant de revenir sur ce plateau. Tchokomeni Arnaud est directeur des aménagements et de la certification du statut société forestière. On va l'écouter et puis nous revenons sur ce plateau. Mais nous, en interne également, nous avons défini ce que nous appelons les royalties, de l'argent que nous versons directement aux communautés, avec une seule exigence, que les communautés aient ouvert un compte dans une banque et l'argent doit être versé ou viré dans le compte. Cela permet d'avoir un meilleur contrôle sur cet argent-là. Tchokomeni que nous avons suivi tout à l'heure. Merci. Oui, c'est un cas particulier. Je voudrais dire qu'il travaille dans l'une des sociétés que nous considérons comme un modèle, que ce soit en termes de gestion forestière, parce que lorsque vous arrivez dans la forêt, vous savez que c'est bien fait. Ils respectent toutes les normes techniques, toutes les clauses environnementales, écologiques et sociales. Et leur entreprise a choisi, pour éviter de faire l'objet de représailles et de critiques, de responsabiliser les communautés riveraines. C'est-à-dire que la communauté voudrait construire une école qui coûterait 20 millions. Ils prennent les 20 millions, ils les remettent à la communauté par une voie bancaire telle que vous l'avez vu. Donc c'est une structure qui respecte ses engagements sociaux. Donc c'est une fierté pour notre pays. C'est une fierté. Alors maintenant, le bois était censé apporter quoi aux populations locales? Alors, lorsque vous lisez le texte qui est là, les revenus du bois sont mis à la disposition
des communautés ou des communes pour atteindre leurs propres objectifs de développement. Même si ça a été, comme j'ai dit tout à l'heure, des couloirs ont été définis, c'est des cadrages. Il est par exemple dit 20%, 70%, c'est pour le développement de l'infrastructure communale. Ça veut dire que les fonds en bois viennent s'arrimer au plan de développement communal. Ils ne sont pas si raides que ça. Donc, il est question pour vous d'avoir un projet, les fonds sont disponibles et le texte a été conçu de manière à ce que les couloirs qui sont précisés là viennent coïncider avec vos couloirs de développement. Donc, si les objectifs ne sont pas atteints, ce ne sera pas la faute au fonds en bois, parce que c'est vous qui avez défini vos objectifs. Les fonds se sont arrimés, vous ne les avez pas atteints. Ça, c'est un autre problème très compliqué. Pour le cas d'espèce. Il y a un problème, M. Olivier. Il faudra qu'on ait au moins une lisibilité sur les fonds. Les fonds sont arrivés. Et maintenant, rien n'a été fait. Qu'est-ce qu'on fait? Pas de suivi, pas de dialogue, rien du tout. On parle qu'il y a un comité de gestion qui est quand même coiffé par le sous-préfet de la localité. Mais que fait donc ce comité de gestion à partir du moment où il y a des fonds mais qui ne servent pas aux populations? C'est ça le problème. Merci d'appeler cette question. Je voudrais dire que quand je parle de développement local, par rapport à la gestion directe des massifs par les communes et les communautés, je voudrais dire qu'une grande partie de la responsabilité incombe à ces communes, à ces communautés. Je voudrais mettre de côté la RFA. La RFA qui est une taxe qui provient d'une forêt attribuée à quelqu'un d'autre, pour parler de la forêt communale. La forêt communale est remise à la commune. Entièrement à la commune. Elle est remise à la commune. À la commune de bien la gérer pour atteindre ses objectifs. Ben, nous savons très bien que notre pays a des instances en termes de suivi et de contrôle et de sanction. Donc ça veut dire que ce n'est pas le délégué régional qui viendra punir le maire de n'avoir pas fait ce qu'il devait faire avec son argent. Il y a des structures qui sont là pour ça. Donc la responsabilité, ça c'est un cas d'espèce. Je ne parle pas de RFA, où on a dit tout à l'heure que l'État il n'est pas à jour. Voilà. Chaque année, ça diminue chaque voilà année. donc une forêt communale qui est en activité, qui a un contrat, qui est probablement respecté et qui n'a pas de résultat. La faute à qui? La faute à la commune. Ce que nous devons comprendre, c'est que, comme je le disais au début, la forêt appartient à l'État. Si elle est donnée à une commune ou à une communauté, c'est un denier public en réalité. Il faudrait que l'État se donne les moyens d'empêcher les gens de faire n'importe quoi de cette forêt. Voilà le problème en fait. Donc, l'État peut-être, je ne sais pas pourquoi, peut-être que l'État est un peu en retrait par rapport à la frappe, parce qu'il faut frapper. Mais la commune est d'abord responsable. Peut-être parce que l'État même peut être impliqué. Je voudrais prendre un cas simple. L'État ne frappe pas. Peut-être que l'État même peut être impliqué. Je voudrais prendre un cas simple, M. Raoul. Lorsque vous avez une commune avec un potentiel connu, vous négociez avec l'opérateur économique ce qu'on appelle les royalties. Royalties, ça veut dire que je vous donne mon mètre cube à 15 000 francs. Je pense qu'il faut encadrer ça pour commencer. Parce que si vous mettez 15 000, ça donne une certaine valeur à la forêt. Mais si vous mettez 3 000, ça donne une autre valeur. C'est capable de dévaluer quelque chose de précieux. Alors, si nous n'avons même pas la possibilité de venir encadrer ça, c'est que l'État même ne sait pas défendre la valeur de ses dons. Quand je vous donne quelque chose, je dois m'assurer que vous mesurez tout le caractère précieux, toute la cherté de cette affaire. Donc, il faut commencer par regarder à ce niveau. Les 15 000 qui ont été fixés comme royalties, ils ont été fixés en vertu de quoi? Est-ce que ce n'est pas 15 000 officiels avec beaucoup à côté? Donc, je pense que la responsabilité de ces structures, du maire, du conseil communal, de ceux qui sont en charge de veiller à la bonne marche de la commune, elle est totalement engagée. Autant que cela se fait chez les communautés. Parce que il y a quand même le droit, il y a le code pénal, il y a le droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai donné une forêt à une communauté, la communauté unanimement décide de la brader. Vous voyez que sur le plan du droit, je suis très mal placé parce que je suis libre de vendre mon terrain ou de leur donner cadeau. On se retrouve donc dans des cas comme ça où il faut peut-être affiner les choses pour que on se rende compte que même la communauté n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Alors, vous pouvez ouvrir l'antenne maintenant. On va permettre quand même à quelques téléspectateurs qui voudraient réagir à ce programme. Ça sera, je crois, au 657 44 91 57 pour ceux qui réagissent depuis le Cameroun. Si vous réagissez hors des frontières camerounaises, c'est d'abord le plus 237 avant d'évoluer donc avec
Le 6 57 44 91 57, ça sera le code d'accès à ce programme. Docteur Nundou, j'imagine que... parlons un peu de ces ressources. D'ailleurs, peut-être avant vous, hein, on va suivre cet exploitant forestier quand même, qui va certainement nous redonner du débat sur ce plateau. On va repartir vers Tchokomeni Arnaud, directeur des aménagements et de la certification d'une société de la place, et nous revenons. D'autres sociétés forestières viennent uniquement prélever le bois et s'en vont. Et il y a des sociétés forestières qui viennent même prélever le bois de nuit et s'en vont. Donc, ce genre d'attitude, naturellement, va créer une sorte d'animosité auprès des communautés. Et ne pouvant pas discerner, elles vont certainement rassembler tous les forestiers, mettre tous les forestiers dans le même registre. Donc aujourd'hui, il est important, et je pense que ça c'est aussi une des responsabilités de l'administration, de contraindre les exploitants forestiers à respecter les cahiers des charges, parce qu'avant toute exploitation, il y a un cahier des charges qui définit clairement les responsabilités de l'exploitation, y compris vis-à-vis des communautés. Donc il va falloir que l'administration, notamment l'administration forestière, prenne à bras le corps cet aspect, pas forcément pour changer la perception que le citoyen lambda a des sociétés forestières, mais au moins pour permettre que les zones où les sociétés, que l'impact de l'exploitation forestière sur les communautés soit réduit. Alors, docteur Nundou, il est évident que les forestiers versent quelque chose. Il parlait des comités de gestion qui sont créés à travers ces comités de gestion. Ils ont l'habitude de verser un peu d'argent. D'ailleurs, ce monsieur qui parle là nous a certifié qu'ils ont versé un peu plus de 450 millions de francs CFA. Certaines communes dans le CAM là-bas, je ne voudrais pas citer le nom aussi. Alors, dites-nous un peu de façon concrète, comment comprendre donc un sous-préfet qui peut, qui sert d'ailleurs, je ne sais pas quoi, d'intermédiaire entre ces populations et bien sûr ces multinationales qui gèrent le bois, ne puissent pas lui-même garantir nos développements, c'est-à-dire voir des choses de façon palpable, leur demander, mais cet argent que vous prenez là, ça sert à quoi? Et de là, où est-ce qu'on peut, quel est le nœud du problème finalement? Non, cet aspect du problème convoque les problèmes de gouvernance. Hein. Il s'agit ici, nous sommes en plein ici dans les problèmes de gouvernance. Premièrement, tous savent quelle est la valeur vénale de ces espèces ligneuses. Et quand monsieur le délégué nous dit tout à l'heure qu'on peut fixer à 3 000 à 2 000 francs le mètre cube, oui, on peut dire que les conventions sont librement débattues entre les parties, à savoir le forestier d'une part et d'autre part les populations représentées par les collectivités. Donc nous verrons que très souvent, il y a beaucoup d'histoires de malversation. Je me souviens encore il y a quelques années, on a parlé des maires, hein, je ne sais plus si c'est au Kadouma, qui est devant le tribunal. Au Kadouma, il y a 2 maires qui sont en prison. Voilà. Vous avez mon ami Sassebeno Metindi, je crois, Sassebeno Metindi Richard, Gaston Richard Sassebeno qui est en prison. Vous avez l'autre là, le tout premier même d'ailleurs, l'ancien secrétaire d'État qui est également en prison. Il parlait que c'est une commune d'ailleurs qui était très riche à l'époque et qui s'est appauvrie au fil du temps. Donc se pose donc le problème vraiment de la gouvernance, de la gestion des biens publics. Et ce que nous disons pour le bois, on le retrouve également dans les mines. On retrouve également dans beaucoup d'autres secteurs où nous avons pris vraiment des habitudes, n'est-ce pas, j'allais dire de jonglerie, n'est-ce pas, de la chose publique. Nous n'avons pas vraiment ce sens du service public. Et dans notre pays... La jonglerie, c'est à quel niveau, docteur Nundou? Au niveau des comités d'éjection qui ne veulent plus leur propre développement, au niveau de la machine étatique qui elle-même semble être ébranlée par ce poids. Au niveau des conventions, au niveau de l'opérationnalisation, au niveau de la gestion, le plus souvent, il y a une confusion entre les caisses privées, n'est-ce pas, des dirigeants et les caisses communales. Et ce qu'on dit là, nous le retrouvons partout. Allez voir un peu les constructions, que ce soit dans les hôpitaux publics, que ce soit dans les communes, qui sont réalisées par le public. En fait, nous nous situons ici dans le cadre vraiment d'une gestion cacophonique, d'une gestion laxiste, d'une gestion vraiment mafieuse, n'est-ce pas, des biens publics. Et ce qu'on retrouve ici dans la forêt, on retrouve également dans les mines, on a vu la gestion des fonds Covid, on a vu la gestion, n'est-ce pas, des infrastructures de la canne, on a vu ici la gestion de la CIMID ici à Douala, on a parlé de Glencore. Donc il y a beaucoup de scandales
qui ne se limite pas à un groupuscule ou à une organisation politique particulière. C'est un problème global. Et là également, nous devons, voilà, c'est un problème systémique. Et nous devons avoir le courage vraiment de regarder, de reformer notre pays et de vraiment un amour, l'amour de la patrie. Donc tout ce que nous dénonçons là, ce sont des faits réels. Ce sont des faits qui sont avérés. Et cette gestion cacophonique là se retrouve à tous les niveaux. Regardez un peu, s'il fallait vraiment mettre la plupart des dirigeants coupables de malversation en prison, la moitié de nos dirigeants seraient en prison. Et aujourd'hui, il y a un autre fait, c'est la solidarité vraiment partisane, qui fait que le plus souvent, on s'affirme d'abord maire ou représentant de tel groupuscule, de tel parti politique, avant d'être citoyen. Donc du coup, il y a la solidarité vraiment partisane qui fait qu'on est obligé de fermer les yeux sur les malversations lourdement préjudiciables aux populations. Alors, c'est un problème de mauvaise gestion. C'est une malversation qui malheureusement plombe le développement des populations et qui met beaucoup dans la misère aujourd'hui. Et il y en a qui cherchent des routes, ne voient pas. Il y en a qui cherchent à transporter le manioc, parfois le mettre même sur la tête. On n'a pas de force pour marcher. Hélas, il y a un problème sur lui. Alors, docteur Boris Nyongo, j'ai tendance à dire docteur. Hein. Ah, peut-être, avec le temps. Alors, Boris Nyongo, je voudrais qu'on comprenne un peu. Cette gestion au niveau, est-ce que le problème c'est à quel niveau? Au niveau communal, au niveau de la gestion communale, ou bien au niveau des ressources qui viennent d'en haut et qui n'atterrissent malheureusement pas là où elles doivent atterrir? Comme il dit, c'est systémique. Comme on parle... on a le maire de Yabassi, avec beaucoup de plaisir. On a le maire de Yabassi au téléphone, il nous a rejoint. Monsieur le maire, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir à tous les auditeurs de Dash Télévision, c'est ça? Allô? Plaisir, nous vous avons ce soir, monsieur le maire, une question fondamentale. Dites-nous un peu, comment est-ce que vous recevez les fonds qui viennent de la gestion de l'exploitation forestière? Est-ce que le maire... vous savez, nous avons un grand souci en ce moment. Avec, il faut déjà classer les forêts selon une certaine norme. Il y a les GFA, il y a les forêts communales. Et nous, à Yabassi, par exemple, nous avons une forêt communale où il y a une exploitation, une grosse exploitation frauduleuse en ce moment. Et nous ne sommes pas suffisamment protégés par l'administration forestière. Au point où, parfois, la redevance qui doit revenir à la commune, on ne la voit pas. Donc, nous proposons un certain nombre de choses pour que, n'est-ce pas, les communes vivent n'est-ce pas, de leurs biens, pour que les communes vivent de ce qu'elles ont comme bien naturel, c'est-à-dire leur forêt, n'est-ce pas, pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Alors, ce que nous proposons, c'est quoi? C'est qu'en fait, la redevance que les entreprises forestières reversent au niveau n'est-ce pas, de l'administration centrale, reviennent à la commune. Avec la décentralisation, nous pensons que c'est bien possible. Parce qu'il faut dire une chose, en dehors des communes des grandes villes, toutes les autres communes vivent des centimes additionnels qui sont extrêmement faibles, calculés sur la base du recensement de 2005, que nous pensons n'être pas juste pour certaines communes. Donc voilà ce que j'avais à dire pour un premier jet. Et j'attends votre appel et vos questions, n'est-ce pas, pour d'autres compléments d'information. Je vous remercie. Monsieur le maire, n'allez pas, s'il vous plaît. Restez avec nous. Nous avons une autre question fondamentale avant de vous permettre peut-être de souffler et revenir sur ce plateau. Alors, les sociétés forestières qui opèrent dans votre rayon d'action, en fait, je voudrais dire dans votre circonférence, si vous voulez, dans votre circonscription, que ce soit administrative ou politique, je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Alors, ces sociétés forestières qui opèrent là-bas, est-ce qu'elles s'acquittent quand même du devoir social? Je voudrais dire, construction des écoles, il est parti. Il va certainement revenir. Il est en train de nous suivre. Alors, est-ce que ces sociétés forestières s'acquittent des écoles d'un devoir social? Comme je vous le disais un instant, monsieur le maire reviendra certainement sur cette question. Monsieur le délégué, vous chutez à la suite de monsieur le maire. Merci beaucoup. Monsieur le maire a parlé d'un déficit d'assistance de l'administration forestière pour la sauvegarde de l'intégrité de la forêt.
Je crois qu'il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Nous continuons à regarder la gestion forestière comme une gestion régalienne. Lorsque quelque chose vous est attribué, vous avez une forêt, vous avez un opérateur. Pourquoi vous pensez que c'est l'État qui très souvent n'a pas les moyens nécessaires, qui doit forcément être là pour surveiller cette forêt? Puisque c'est vous qui bénéficiez et du bois et du reste. Moi, je pense que la condition préalable, la condition élémentaire, c'est que celui qui dispose des forêts, comme c'est un opérateur économique, qui se donne les moyens de la protéger. L'État viendra lorsqu'il aura fait le nécessaire. Permettez-moi de prendre ces téléspectateurs. Alexandre Guiguel voudrait bel et bien réagir ce soir. Alexandre, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Allez-y. Allez-y, Alexandre. En fait, nous avons au niveau des mairies des personnes, des entreprises qui ont des licences d'exploitation qu'on ne sait pas d'où ça sort. Et en même temps, ils détruisent la chaussée, ils détruisent des ponts, même des ponts de sens qui trouvent sur la route. Et après, notamment, ils sont avec le bois. Et les mairies, beaucoup plus, n'ont pas cette redevance, que ce soit au niveau central ou bien même au niveau local. Et quelquefois même, certaines sociétés créent des imbroglios en prenant des personnes qui peut-être ne sont pas représentatives au niveau des communautés. Fait à un certain niveau que la gestion même ou bien les bénéficiaires réels n'ont quelquefois pas ce qu'ils peuvent avoir au niveau de la redevance forestière. Merci beaucoup. Allez, vous suivez. Oui. Oui, je chute vraiment parce que il a évoqué des cas d'entreprises détentrices de titres sans savoir comment ces titres leur ont été attribués. Je crois que c'est très simple. Le maire reste le maire. Le maire reste le maire. Lorsque le maire se trouve dans sa circonscription communale avec une entreprise qui serait arrivée n'importe comment, il a les moyens de se renseigner, en commençant par le délégué départemental local, le préfet et la région. Donc je pense que on n'est plus à ce niveau-là, où on resterait les bras croisés. Il faut agir. Moi, je serais très heureux qu'un maire vienne me dire, nous avons une entreprise qui est en train de couper chez nous, et moi, le délégué, je n'en suis pas au courant. Je prendrai les mesures nécessaires pour mettre fin à ça, parce que vous ne pouvez pas arriver chez vous et vous trouvez un étranger dans votre maison sans lui demander qu'est-ce qu'il fait. Et s'il ne vous dit pas ce qu'il fait, vous le mettez dehors, vous le faites arrêter. Et si les injonctions viennent de Yaoundé, comme très souvent ça vient souvent de Yaoundé, parfois ces maires sont étouffés, hein. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je pense qu'on n'est plus à ce niveau. Ça, c'est les temps passés. Il n'y a pas d'injonction qui puisse provenir de Yaoundé. Aujourd'hui, officiel. Vous avez la possibilité. Nous sommes ici à Dash. Dès qu'il y a une injonction qui vient de Yaoundé, venez à Dash. Dites qu'il y a tel qui a fait ceci. Ce n'est pas possible. En tout cas, nous allons les décider, ces injonctions. Soyez-en sûrs. Alors, Abel. Oui, Raoul. Je pense que nous sommes ici, c'est pour aider les téléspectateurs, c'est pour permettre que le Cameroun décolle véritablement. Parce que ça ne peut pas être le plaisir de chacun ici de voir que chaque jour on coupe le bois à l'est et ce que la population reçoit comme richesse, c'est la poussière. Ce que la population reçoit comme richesse, c'est... On a certainement quelqu'un au téléphone. Permettez-moi de le prendre, Abel, et nous allons revenir à vous. Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis sur le docteur Ndoumbé Isaac. J'ai coordonné un ouvrage sur la responsabilité sociétale des entreprises d'exploitation forestière et qui répond à votre problématique, qui est celle de savoir ce que les entreprises font pour le vécu quotidien des populations riveraines. Et cette étude s'est faite sur 6 entreprises d'exploitation forestière dans la ville, au Cameroun, dont une au sud-ouest, 2 à Doum à l'est, au sud, et 3 autres ou bien 4 autres à l'est, à Mintom, à Garigobo, vers Yokadouma, et d'autres aussi, Revembang. Et il ressort de manière générale que on trouve 3 types d'entreprises. Il y a certaines entreprises qui sont très avant-gardistes en matière de responsabilité sociale, c'est-à-dire qu'ils s'occupent des populations, accompagnent les populations
Et les déchets de bois sont des activités génératrices de revenus pour certaines populations, c'est-à-dire on peut faire du charbon, du bois et autres tout. Ils accompagnent certaines populations en leur donnant des intrants agricoles pour pouvoir se reconvertir. Vous savez que l'activité d'exploitation amène certaines populations riveraines qui devaient vivre des ressources forestières, des ressources forestières non ligneuses, des ressources forestières non ligneuses, donc qui exploitent ça en forêt. Et ces populations donc, sont dépourvues de l'aide d'exploiter. Ils sont obligés de partir de forêt. Et donc, les entreprises avant-gardistes préfèrent donc reconvertir les populations à l'agriculture, en les donnant des entrées agricoles, en les accompagnant pour pouvoir produire ou bien trouver d'autres moyens de ressources financières. Par contre, il y a d'autres entreprises qui, elles, ne sont pas très engagées en matière de RSE. C'est-à-dire que pour elles sont venues exploiter les ressources et même les déchets de bois qui sont utiles aux populations riveraines, elles les brûlent, les calcinent. En fait, nous on a constaté que ces entreprises n'étaient pas des entreprises qui accompagnaient l'État dans ses missions régaliennes. Parce que nous on se dit que les entreprises qui exploitent dans les ressources naturelles dans les zones reculées devaient être les partenaires, devaient s'inscrire dans une logique comme les partenaires de l'État au développement local. Donc accompagner les populations riveraines. Mais ces entreprises qui brûlent les déchets de bois, alors que ces déchets de bois sont utiles pour... Merci beaucoup. S'il vous plaît, lorsque vous prenez l'antenne, vous avez 2 minutes, maxi 3. Vous voyez que les gens se bousculent là, je m'en excuse. Hein. Vous avez 2-3 minutes, c'est bon. On m'a signalé la présence de Cyprien Menkakoum, le maire de l'ancien maire. Ok, il va revenir. Alors, oui, Abel. Oui, j'étais donc en train de dire qu'il y a des pesanteurs que nous sommes en train de vouloir camoufler ici sur le plateau, que le délégué fait l'effort de pouvoir camoufler, mais qui sont réels. Et on a besoin de s'attaquer à ces pesanteurs pour que la décentralisation, au moins au Cameroun, soit effective. Il faut dire que la dialectique centre-périphérie est encore plus forte au Cameroun. Aujourd'hui, l'État central a encore les velléités de contrôler ce qui doit se passer au niveau de l'État, au niveau l'État décentralisé, des collectivités. Est-ce que vous savez que le corpus juridique qui encadre même la gestion de ces forêts-là dit que pour que l'entreprise exploitatrice entre dans une forêt communale, il faudrait qu'elle ait d'abord la licence de l'État. D'accord? Ça veut dire que quoi? Parfois, ces entreprises-là se rencontrent avec l'État, prennent des licences, le maire n'est même pas informé et les populations ne sont pas informées. Je le dis pourquoi? Parce que... On les voit atterrir un jour comme ça, commence le moins souvent haïssable. Dans mon village, par exemple, plusieurs fois, nous avons, n'est-ce pas, interpellé les entreprises exploitatrices de bois dans la forêt, sans que le chef du village soit au courant, sans que parfois le maire même soit au courant. Les comités, n'est-ce pas, de vigilance, n'est-ce pas, les rencontrent dans la forêt et on les attrape. Et lorsqu'on les ramène donc au niveau du village, le maire n'est pas au courant, le chef du village n'est pas au courant. Or, après donc... Et qu'est-ce qu'il le sous-préfet? Après la licence octroyée par l'État, il faudrait que l'État, n'est-ce pas, intègre le maire également intègre sa population. Et ce système qui voudrait également que lorsqu'on repartit cet argent-là, parce que la loi voudrait que ces redevances-là soient versées a priori, c'est-à-dire avant que l'entreprise n'entre en forêt. Qu'est-ce qui empêcherait par exemple que cet argent-là, qui est reparti selon les quotas que nous avons eus ici, que le quota de l'État parte dans les caisses de l'État, que le quota de la mairie parte dans les caisses de la mairie et que le quota des populations passe également dans les caisses des populations. Pour qu'à partir de ce moment, chaque acteur à son niveau puisse également gérer son argent. Il a parlé par exemple de l'État qui ne devrait plus s'y mixer dans les affaires de la collectivité. C'est vrai. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la loi voudrait que cet État-là se réserve tout simplement dans la compétence du contrôle. Mais qu'est-ce qui empêche donc le préfet de descendre au niveau des villages, des populations riveraines, chaque fois qu'une entreprise exploitatrice de bois est passée, pour se rassurer si, effectivement, cette entreprise-là a respecté le cahier des charges. C'est également de la compétence du préfet que de le faire, parce qu'il doit contrôler, il doit se rassurer de ce problème. Donc, sur le terrain, on n'a pas toujours ces choses-là qui sont visibles et il faut dénoncer. Et il ne faut pas avoir peur de dire que parfois, il y a également cette collaboration incestueuse
entre le maire et le préfet. On voit comment, dans certaines mairies ici, ça ne va pas. Quand il y a, n'est-ce pas, ici, un bon office, ces gens-là collaborent très bien. Mais lorsque le maire tente de se rebeller, on voit comment ça ne va pas. On a vu avec Njombe Penja, avec l'ex-maire qui est parti. Qui est décédé. Parce qu'il avait voulu, à un certain moment donné, prendre de la souveraineté, faire bénéficier la richesse de sa localité à sa population. Et ça n'a pas, plu, ça n'a pas plu à l'État. Donc moi je pense que lorsque nous sommes en train de faire des pareilles émissions, on ne doit pas caresser l'abcès. On doit toucher le problème pour que la décentralisation qui est voulue par l'État, par le gouvernement, puisse être réelle sur le terrain. Monsieur Didi. Je voudrais réagir, merci de me passer la parole. En tant que délégué des forêts du littoral, je gère des cas de dénonciation chaque jour. Et il arrive que la position que nous avons, après enquête et investigation approfondie, soit diamétralement opposée à celle qu'on avait au départ. Pour que quelqu'un vienne exploiter, l'État doit attribuer la forêt. La forêt est généralement attribuée par adjudication, donc appel d'offres. Avant l'appel d'offres, il y a ce qu'on appelle l'avis au public, qui informe tout le monde de ce qu'il y a une forêt qui va être attribuée à tel endroit. Et en général, il y a une marge qui varie de 45 à 90 jours pour que les riverains puissent se prononcer. En sachant que les riverains bénéficient de ce qu'on appelle le droit de préemption. Le droit de dire non, nous n'en avons pas besoin. Alors, la forêt peut également être attribuée par ce qu'on appelle compensation. Ce sont des mesures d'ordonnance. C'est des mesures qui viennent d'en haut. Imaginez-vous, vous avez une société comme celle de M. Tchokomeni, qui a des UFA dans le sud-ouest et qui paye très très cher la RFA, mais qui ne peut pas travailler parce que ces UFA sont confisqués. La société a certainement pris des engagements factuels avec des partenaires qui sont derrière. Alors, il y a une autre instruction qui avait demandé, pour des cas de contraintes comme cela, qu'on puisse donner des forêts en compensation. Alors, la compensation ne veut pas dire qu'on oblige la communauté riveraine qui va accueillir la nouvelle forêt à le faire. On a vu des cas de figure où une dénonciation dit « Nous n'avons jamais été informés, nous avons trouvé ce monsieur-là ». Et lorsqu'on va fouiller, on se rend compte qu'il y a bel et bien eu information et qu'une fraction de la population qui s'est constituée en communauté riveraine a répondu en disant « Oui, nous sommes pour ». Il y a parfois des problèmes à l'intérieur des communautés qui amènent certains à adhérer et d'autres à ne pas le faire, qui finalement mettent l'État en difficulté. Je voulais aborder un peu cette question pour dire qu'il peut arriver que l'État se retrouve en difficulté du fait d'une cause qui est due à la communauté qui finalement va se plaindre. Il y a un problème d'intérêt commun, d'intérêt collectif. Très bien, monsieur Digal. Alors, docteur Ndoundou, pas de débat, pas de discussion, pas de délibération autour de la gestion des revenus forestières. D'ailleurs, ça se ressent lorsqu'on entend des gens intervenir, on entend le délégué tout à l'heure parler de ces populations parfois qui s'affrontent, parce que quelques-unes sont d'accord, les autres ne sont pas d'accord. Ça prouve clairement qu'il n'y a pas. Il n'y a pas un socle d'action qui permette quand même que ces choses avancent. Et là maintenant, dans le cas pareil, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais j'ai expliqué tantôt qu'on est ici en présence d'un problème d'opacité dans la gestion communale. Hein, j'ai eu à dire ici à ce plateau que j'ai été à l'étranger, vraiment lors de la fin d'année, le maire qui convoque ces populations, il dit voici le budget, recette 100 francs, dépenses, bon, achat d'un véhicule pour les pompiers, construction d'une salle de classe à l'école, tant, 98, reste 2 francs. Et là, les gens peuvent voir. Et d'autre part, la gestion communale est participative. Ça veut dire que les citoyens peuvent à tout moment donné aller, n'est-ce pas, vers la mairie, voir exactement, poser des questions sur leur gestion. Or, nous n'avons pas encore ces habitudes-là, parce que la décentralisation traîne. Quand vous allez maintenant, on va vous dire non, tout se passe en Yaoundé, tout se passe au niveau du préfet, du gouverneur. Donc c'est ça le problème, c'est un problème global d'opacité qui encadre la gestion des communes. Avez-vous vu un seul maire? Parce que regardez même au cours de ce qu'ils appellent les comptes administratifs, il y a souvent des guerres entre le maire et son adjoint, entre le maire et ses conseillers. On a vu des éléments à, je crois, à Ezeka. Hein, on a vu à un certain moment donné à Djomé, même ici, à la mairie de Douala 2e, où il y a beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, entre le maire et le conseil municipal, pour ne pas dire le maire et les populations. Donc il y a là un problème global de malgouvernance, de mauvaises habitudes
et de gestion vraiment opaque. Donc, ce n'est que la conséquence qu'on retrouve dans les mines, qu'on retrouverait vraiment dans tous les secteurs. Hein. On retrouverait dans les communes où l'élevage est prépondérant, on le retrouverait un peu partout. Très bien. Alors, Maurice Songo, maintenant on sort peut-être par des propositions. Qu'est-ce qu'on devrait en principe faire donc? On n'a que 10 petites minutes pour sortir de ce programme. Qu'est-ce qu'on devrait en principe faire maintenant si on rentre un peu dans la proposition? Disons que, comme nous disons, c'est systémique. C'est-à-dire que quand le préfet, quand on parle de décentralisation, le préfet reste toujours au centre de décision. Nous aurons toujours tout le problème, comme on dit. À Yabassi, là, on sait que la mairie, la forêt communautaire a été lancée au temps de Maboula. Il a eu beaucoup de problèmes avec le maire, avec le préfet à son temps. Aujourd'hui, vous voyez comment la forêt communautaire est venue et le maire dit ne pas savoir qui est derrière. Nous avons vu ici, quand on dit que c'est systémique, à l'Est, il y a eu à un certain moment, le conseil municipal s'est retrouvé à Yaoundé, ils ont posé la question simple. Voici 5 ans, chaque année le maire prenait 500 millions sur la redevance foncière. Bon, tous les gens ont fait le bilan. Quand ils viennent au village, il monte, il fait le bilan, il dit que bon, pendant 5 ans, l'argent qu'on a pris, il monte. C'est moi par ce dernier appel. Ouais. On va le prendre. Hein. Ah ouais. Monsieur Luc Bersois, et merci de nous rejoindre ce soir. Allô? Allez-y. Allez-y. C'est pour la foresterie, monsieur. Oui, pour ceux qui ont parlé du bois là, moi je parle en tant que technicien, j'ai trop mis long dans le bois. Bon. Il faut d'abord chercher à savoir si les gens, les acteurs que le gouvernement a mis en place pour contrôler ce bois du Cameroun font vraiment leur travail, c'est-à-dire les eaux et forêts. Bien, ça c'est d'abord un. Et j'avais suivi un truc que le gouvernement avait mis en place. Excusez-moi français, je suis d'expression anglaise. Bon, il y a un système que le gouvernement avait mis en place, que les forestiers là, qui font les exploitations dans nos forêts. Après l'abattage, il y a une équipe de rebois. Elle a perdu, malheureusement elle a perdu. Alors, allez-y, vous chutez, Maurice Diongo. Nous disons que c'est quand ce conseil municipal a demandé que le maire vienne faire un bilan simple. Je pense qu'il avait des soutiens plus hauts et qu'on n'a pas pu faire. Quand on parle de l'octroi des licences, à Penja, le maire s'est plaint, mais en quelques temps, il a encore eu 10 licences, 100 licences qu'on a eues pour dire ceci. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que tant que les Camerounais n'entrent pas en forêt, nous n'aurons rien. Parce qu'en fait, il s'agit de rester à la maison, de demander la redevance. Et si les Camerounais entrent en forêt avec les mêmes tests, avec la même réglementation, on aura quelque chose? Non. S'ils entrent dans la forêt en travaillant, la loi elle-même va disparaître. Oui, puisque si on forme des gens et que les enfants entrent eux-mêmes en forêt, ils commencent à faire... La loi va disparaître. Oui, puisque c'est... Mais c'est chaque communauté qui se bat pour protéger leur profession. Très bien. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup, Moïse Diongo. Amen. On est en train de proposer pour sortir. Oui, les propositions, je pense que, modestement, qu'il faudrait qu'on procède à la redéfinition du système de répartition des quotas. D'accord? Pour que la commune et les populations riveraines occupent un très bon pourcentage. Parce que, en définitive, ce sont elles qui sont le principal acteur, qui sont au centre de tout. Donc, première proposition, redéfinition de la répartition des quotas. On doit également penser à revoir le système de l'unicité des caisses, qui est également un principe de l'État centralisateur. Dans un contexte marqué par la décentralisation, il faudrait qu'on enlève tous les éléments qui annihilent cette décentralisation. Parce que le principe de l'unicité des caisses voudrait que, même lorsqu'on veut octroyer cette RFA,
redevance forestière annuelle, que cela passe automatiquement par l'État. Et on sait combien de temps ça prend souvent pour que l'État les renvoie au niveau de la commune et pour que la commune, elle aussi, renvoie ça au niveau de la population. Donc, vous voyez que si cette pesanteur-là est levée, l'argent sera directement octroyé aux populations locales, aux communes et à l'État. Chacun à son niveau pourra savoir comment gérer son argent. Donc, moi, à mon niveau, je pense que voilà les deux grandes pesanteurs qu'il faut lever pour que la gestion des forêts au Cameroun redevienne saine. Nous avons un problème de répartition des quotas et un problème de centralisation parce que l'État aujourd'hui, certes, a affiché sa volonté de s'orienter vers la décentralisation, mais sur le plan pratique, on se rend quotidiennement compte que l'État entretient également certains obstacles, certains éléments pour que cette décentralisation-là va à son rythme. Très bien. Docteur Ndoundou, on propose une enquête sortie. Oui, je serais plutôt partisan d'un gel, n'est-ce pas, d'un moratoire sur l'exploitation forestière. Et que l'État recherche maintenant d'autres voies. C'est par exemple le tourisme vert, ça peut être l'exploitation, n'est-ce pas, des espèces fauniques, n'est-ce pas, des fins touristiques, ou encore la pharmacopée, et surtout penser, n'est-ce pas, au développement durable. Parce qu'il y a des populations, par exemple, les pygmées, on les voit aujourd'hui à la Lobé, qui sont devenus des petits ouvriers qui travaillent maintenant pour le tourisme, ils ont abandonné les forêts. Et j'ai fait la route d'Abomban vers Lommier. Vous voyez des petits campements, tout ça, le long des routes, des gens qui tendent la Manche pour demander du pain, ceci, cela. On est en train de transformer complètement le niveau de vie, la condition de vie de ces populations qui ne se retrouvent pas. Et là, l'État a une responsabilité énorme vers ces populations autochtones. Et il est question vraiment de sauvegarder, de préserver, de mettre en avant le développement durable. Merci beaucoup, docteur Jean Ndoundou. Alors, monsieur le délégué, c'est avec vous que nous allons fermer ce programme. Quelles sont les propositions que vous pouvez, en fait, qu'on peut ressortir en lumière pour mieux être des populations, pourquoi pas, pour que davantage les choses s'améliorent, tout au moins dans la gestion forestière? Merci très rapidement. Déjà, je voudrais mettre quelques réserves par rapport à la révision des quotas parce qu'avant, les quotas étaient bien plus élevés pour les communes locales. Il n'y a pas eu plus de développement. Je suis un peu réservé par rapport au gel parce qu'il faut analyser tout ce que ça peut avoir comme question juridique, antagonisme juridique et puis les conséquences même sur le trésor public. On est en train de parler du mauvais côté et un bon aussi. Est-ce que l'État pourra tenir? Il faut se poser quelques questions. Je voudrais dire que par rapport à cette question qui nous réunit aujourd'hui, le gouverneur du littoral a mis en place une commission pour examiner tout ce que nous avons fait là. La commission a fait le tour des titres, plus de 80% des titres in situ ont été. Et donc, il y avait tous les sectoriels concernés, les communes, les opérateurs, les populations. Le rapport sera rendu, je vous convie à cette réunion. Ce que je retiens de là, c'est que, effectivement, les mots se retrouvent à plusieurs niveaux, comme disait le grand frère en face, et que les responsabilités sont partagées. Il faut simplement comprendre que la question de développement local est une question collective. C'est une priorité pour l'État, pour la commune, pour l'individu, pour le citoyen camerounais qui est fier d'être camerounais, qui voudrait que son pays avance. Il faudrait que dans cette affaire, on regarde, on diagnostique, que chacun reconnaisse ses responsabilités. Mais qu'on mette quand même un système coercitif, parce qu'on ne va pas compter développer le pays sur la base de la bonne volonté des gens. Et revoir également la question de RFA qu'on a évoquée tout à l'heure, tout en intégrant le fait que la RFA n'arrive peut-être pas, mais il y a beaucoup plus de milliards dus à l'exploitation des forêts communales ou communautaires qui, eux, arrivent, mais qui ne servent pas au développement. Très bien. Vous avez parlé du RFA, la redevance forestière annuelle. Je sais que les années 2000, 2008, 2009, la mairie de Yokadouma, qui était l'une des mairies les plus riches du Cameroun, recevait dans les 7 à 9 milliards de francs CFA l'année. Mais cette histoire est allée crescendo en descendant. Aujourd'hui, le maire a les aérés des salaires sur sa tête. Allez voir ce qui se passe à Yokadouma avec l'exploitation forestière. Ça nous fait beaucoup de mal quand on entend ce genre de choses. Mais hélas, c'est le Cameroun. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Forcément, une thématique qui vous a fait beaucoup de plaisir. Nous y reviendrons forcément mercredi prochain avec une autre thématique, pas des moindres, je voudrais vous rassurer. Mais ça sera avec beaucoup de plaisir. Retrouvez cette émission en rediffusion vendredi à 21h, dimanche à 18h et le lundi à 22h. Et moi, je serai au rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien.